Les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, tout le monde veut mettre un pied sur la Lune. La course est lancée et ce n'est qu'un début. Le prochain objectif, ce sera Mars, avec le projet d'installer une colonie humaine. Et il y a plus fou encore, un milliardaire envisage d'envoyer 1000 personnes vivre autour de Vénus d'ici 2050. Pour explorer notre système solaire en moins d'une demi-heure sur Sud Radio, j'accueille Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Sébil, rédacteur du site Space Quotes. Bonjour. Bonjour. Alors, objectif Lune, ce sera notre première destination ce midi. La sonde indienne Chandrayaan-3 se posera sur la surface de la Lune la semaine prochaine, normalement. La Russie vient de lancer sa première sonde vers notre satellite. Et les Américains prévoient toujours de poser un pied d'astronaute sur le sol lunaire en 2025. Même si le programme semble avoir un peu de plomb dans l'aile, on va y revenir. Pourquoi cet engouement soudain pour la Lune après des dizaines d'années où rien ne semblait se passer, Marie-Ange Sanguy? Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une très grande nation qui a décidé d'aller sur la Lune pour la première fois au niveau robotique et puis au niveau humain, c'est la Chine. Et à partir du moment où la Chine a décidé qu'elle allait aller s'installer sur la Lune, vous comprenez bien que les Américains ne pouvaient pas laisser une autre nation, surtout la Chine, aller sur la Lune au XXIe siècle sans qu'eux y retournent. Donc, s'ils s'étaient désintéressés de la Lune pendant un certain nombre d'années, ils s'étaient tournés vraiment vers Mars, ils ont décidé de ressortir tous les dossiers des cartons et de dire « oh là là là, on ne les laisse pas faire, on y va aussi ». Donc là, maintenant, c'est une petite course entre les États-Unis et la Chine pour savoir qui des deux va être le premier à poser un humain au XXIe siècle sur la Lune. Et l'Inde et la Russie, des outsiders, Stéphane Sébil? Oui, des outsiders, mais qui eux aussi misent sur la Lune pour accroître un peu leur prestige. Et donc, la Chine, comme vient de le dire Marie-Ange, a tiré la première, les Américains ont suivi, et il était évident que d'autres nations allaient suivre pour pouvoir montrer qu'elles existent. Au-delà du prestige, au-delà des enjeux, on va dire, diplomatiques, sur un plan scientifique, est-ce que tous ces pays ont les mêmes objectifs par rapport à la Lune, Marie-Ange? Ils ont à peu près tous ces mêmes objectifs. Vous parlez de géopolitique, oui, c'est important au niveau de l'image de montrer qu'on est capable de le faire. Ça, c'est quelque chose de primordial, à la fois pour l'extérieur, pour comment le monde montre vis-à-vis du monde, mais aussi vis-à-vis de son propre peuple, c'est-à-dire dire, regardez, on est bon, on a encore de très bonnes compétences dans le spatial. Dans le cas de l'Inde, c'est qu'on montre qu'on les a, qu'on est en train d'acquérir tout ce qu'il faut. La Chine, il n'y a plus aucun doute là-dessus. La Russie, ils l'ont eu, ils montrent qu'ils ont encore les compétences. Donc tout ça, c'est montrer vis-à-vis à la fois du monde et de son peuple qu'on est capable de faire tout ça. Ensuite, au niveau scientifique, il y a un intérêt à aller sur la Lune parce que ça va être un terrain de jeu, un terrain d'entraînement pour de futures missions lointaines, martiennes entre autres, mais aussi apprendre à être loin de la Terre. La Station spatiale internationale, on est en banlieue terrestre, 450 km, entre 400 et 450, quelques heures, on est rentré sur Terre. La Lune, c'est 400 000 km, et là, il faut plusieurs jours pour rentrer. Donc, on va apprendre à vivre avec ce qu'on trouve sur place, loin de la Terre. Donc c'est un terrain d'entraînement. Stéphane Sébil, l'objectif de construire des bases sur la Lune et d'y installer des hommes, c'est envisageable à quelle échéance? Les Chinois veulent envoyer des taïkonautes, puisqu'on parle de taïkonautes en Chine, sur la Lune avant 2030, et de construire une base sur place. Est-ce que la base lunaire, comme dans Cosmos 99, la célèbre série des années 70, c'est pour demain ou après-demain? Peut-être pas pour demain, la base de type Cosmos 99, mais une base permanente pour les Chinois à partir de au début des années 2030, oui, il n'y a pas de problème. Les Chinois avancent lentement, mais avancent très sûrement. Maintenant, comme l'a dit Marie-Ange, oui, effectivement, la Lune sera le terrain de jeu, le terrain d'entraînement pour des missions plus lointaines. Donc on parle d'une station spatiale autour de la Lune, la Gateway, qui devrait arriver vers aussi le début des années 2030, fin des années 2020. Et donc tout le monde veut un petit peu s'implanter sur la Lune, justement, pour pouvoir se préparer pour des voyages plus lointains.
Alors une fois sur la Lune, Luna 25, qui est la sonde russe, aura pour mission pendant au minimum 1 an de prélever et d'analyser le sol et de mener des recherches scientifiques à long terme. Rappelons que c'est la première mission lunaire pour Moscou depuis 1976 et à l'époque, Marie-Ange Sanguy, l'URSS faisait figure de pionnière dans la conquête spatiale. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. À l'époque, dans les années 70, il est très clair que l'Union soviétique, donc ce qui était le grand pays de l'Union soviétique qui regroupait la Russie, mais en tout 16 républiques, tout ce bloc était pionnier. C'est-à-dire qu'ils ont été les premiers à envoyer un satellite, Spoutnik, et puis un être vivant, Laika, et puis un homme, une femme. Ils avaient réussi tout ça. Les Américains, qui ont été un petit peu vexés, il faut être très clair, ont décidé de les coiffer au poteau sur la Lune. Mais la Russie était un très grand pays. C'était la première nation spatiale à cette époque-là, avec très proche derrière les États-Unis. Ils ont été au coude à coude, passant plus ou moins l'un devant l'autre pendant longtemps. Mais c'était une très, très grande nation spatiale. Sauf qu'ils se sont arrêtés en 1976 de s'intéresser à la Lune. Ils se sont intéressés à Mars. Ça n'a pas été joyeux pour eux parce qu'aucune de leurs missions n'a été un succès. Et donc là, ils reviennent vers la Lune pour montrer qu'ils sont capables. Attention, Luna 25, c'est une mission qui a été décidée il y a une vingtaine d'années. Elle ne date pas d'hier. Ça fait partie de 2 ou 3 missions qui ont été décidées il y a 20 ans et qui, là, enfin, avec retard, démarrent un programme lunaire. Et à l'époque, il y a 20 ans, des collaborations étaient envisageables, qui ne le sont plus aujourd'hui? Oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que cette mission devait accueillir entre autres des Européens. Et malheureusement, avec la guerre russo-ukrainienne, les Européens sont partis, ont quitté donc cette coopération sur Luna 25. Donc c'est quasiment 100% russe. Il y a un petit peu de Suisse, mais très peu. Et tout le reste, c'est du pur produit russe. C'est ça aussi qu'ils ont voulu montrer, c'est que même s'il y avait une guerre, même s'ils étaient très isolés, ils pouvaient se débrouiller tout seuls et réussir cette mission. Alors attention, elle a décollé parfaitement, mais elle n'a pas encore atterri. Oui. Et du côté américain, l'objectif, c'est de poser le pied sur la Lune fin 2025 avec une femme et un Afro-Américain pour faire du politiquement correct. Mais à l'heure actuelle, ça semble un peu compliqué, Stéphane Sébille. Oui, ça a pris un petit peu de retard. Ils vont déjà, fin 2024, normalement, avec Artemis 2, tourner autour de la Lune avec une capsule habitée. Ils vont faire un petit remake de la mission Apollo 8. Et puis après, il était prévu effectivement une mission sur place habitée à partir de 2025. Mais ça a pris du retard parce qu'ils comptaient notamment sur le Starship de SpaceX et son atterrisseur. Et le Starship n'a toujours pas décollé. Donc l'arrivée de l'homme sur la Lune pour remarcher sur la Lune se fera certainement bien plus tard que 2025. Le premier vol test, il y a quelques mois, avait débouché sur une immense explosion après le décollage, c'est ça ? Oui, le Starship, au mois d'avril, en peu de temps après le décollage, avait explosé. Bon, c'est un peu la philosophie des Américains de SpaceX. C'est on teste, ça marche pas, on améliore et jusqu'à ce que ça marche. Mais là, la NASA est un peu pris par le temps puisque 2025, c'est quasiment demain. Ce partenariat public-privé entre la NASA et SpaceX, SpaceX c'est Elon Musk, le milliardaire, rappelons-le. Marie-Ange Sanguy, c'est risqué de faire un partenariat avec le privé comme ça et sur des enjeux aussi importants ? Non, ce n'est pas nouveau. Ça date depuis, ça fait une 50aine d'années qu'il y a des partenariats publics-privés. La différence là, c'est que la NASA en fait achète de la prestation de service. En gros, elle prend un taxi. Elle dit la course, elle va coûter tant. Et c'est ce qu'ils ont dit à SpaceX, mais aussi à Blue Origin, qui a été récemment sélectionné pour faire aussi le 2e atterrisseur lunaire, qui arrivera un petit peu plus tard. Mais c'est pas nouveau. Et c'est pas vraiment un risque parce qu'ils se sont rendus compte que c'était assez rentable et assez commode pour eux. Au lieu de développer ça en interne et que ça coûte très cher, ils le font en externe. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on va mettre 1 milliard pour ça.
Maintenant, qui est capable de le faire et comment? Et en fonction, ils choisissent 1 ou 2 prestataires qui va s'occuper de faire ça. Et ils délèguent entièrement. Par exemple, pour la Station spatiale internationale, il y a SpaceX et Boeing qui ont été choisis. SpaceX remplit le travail depuis 2 ans maintenant et fait les rotations vers la station. Boeing n'a toujours pas réussi. Donc, si on avait compté que sur Boeing, ça serait compliqué avec la station, justement dans une situation de guerre avec la Russie, où on passait par la Russie pendant très longtemps. Donc là, la NASA est habituée à travailler avec le privé et, si possible, avoir 2 prestataires pour toujours en avoir un qui fonctionne. Alors jusqu'à présent, seuls 3 pays sont parvenus à se poser à la surface de la Lune, les États-Unis, la Russie et la Chine. Israël et le Japon avaient échoué dans leur tentative, c'est bien ça, Stéphane Sébil? Oui, tout à fait. Israël et le Japon ont échoué vraiment à peu de choses. Le Japon s'en souvient, il y a quelques mois, c'était au moment de l'alunissage, ça s'est vraiment déroulé à peu de choses, c'était une société privée. Et pareil pour Israël, il y a 2 ans, c'était aussi une société privée. Donc, comme quoi, ce qui est surtout important à retenir, c'est que des sociétés privées font le voyage jusqu'à la Lune et envisagent vraiment de s'y poser. Ça, c'est important. Et l'Europe, dans tout ça, elle a renoncé à jouer un rôle dans la reconquête de l'espace, Marie-Ange Tanguy? Alors, c'est pas qu'elle a renoncé à se relancer dans la conquête de l'espace, mais disons qu'elle est un petit peu à la traîne de ce côté-là. C'est un peu dommage. On a de grandes compétences. D'ailleurs, les Américains ne citeront pas, puisqu'on collabore, par exemple, sur les rovers martiens. On est un partenaire de choix. Sur la prochaine Gateway, la station lunaire dont parlait Stéphane tout à l'heure, une grande partie des modules vont être fabriqués en Europe, des modules pressurisés. Donc, on prépare des choses pour la surface de la Lune, mais en revanche, aller vers la Lune seule, non, ça n'est pas prévu au programme. De même que malheureusement aussi, envoyer des hommes par nous-mêmes avec notre propre fusée, quand nous en aurons une, parce que je vous rappelle que nous n'avons plus d'Ariane 5 et on attend la prochaine Ariane 6, envoyer des hommes dans l'espace par nous-mêmes, ça n'est pas encore à l'ordre du jour. On en parle. Il va se passer sans doute du temps. Donc l'Europe est un petit peu à la traîne sur certaines choses. Stéphane Sébil, quelles pourraient être les ambitions de l'Europe dans la conquête de l'espace, dans le voyage vers les étoiles? L'Europe a plein de projets, l'Europe a plein de compétences, comme a dit Marie-Ange. Le vrai problème, c'est l'accès autonome à l'espace. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a plus d'Ariane pour envoyer les satellites. Et puis, on n'a pas d'accès autonome pour les vols habités. C'est-à-dire que l'Europe se fournit, entre guillemets, on disait, elle n'achète seulement pas de développer un programme. Pour la Lune, l'Europe a un grand programme de village lunaire, etc. Mais tant qu'on n'aura pas d'accès autonome pour y aller, on ne pourra rien faire. Alors depuis la Lune, l'objectif c'est Mars. Elon Musk, le patron de SpaceX, voudrait amener 1 million de colons sur Mars d'ici 2050 en construisant des cités dômes. Est-ce qu'il y a du fantasme ou de la réalité dans ce projet, Marie-Ange Tanguy? Il y a du fantasme, mais vous savez, beaucoup de fantasmes sont devenus la réalité d'aujourd'hui. Des vieux fantasmes sont devenus la réalité. Si on prend par exemple les écrits de Jules Verne, qui parlait de voyage vers la Lune, ou qui parlait de montgolfière, etc. Enfin, de tout un tas de choses, ou Léonard de Vinci, encore plus loin, qui parlait de choses qui semblaient être du fantasme et qui aujourd'hui sont quelque chose d'assez courant. Alors, pas le voyage vers la Lune, entendons-nous, hein, pas encore. Donc, oui, c'est du fantasme. Est-ce que ça sera 1 million de colons? Je ne suis pas sûre. 2050, c'est quand même très, très proche. Pour l'instant, on n'est pas au stade où on est déjà allé sur Mars avec des hommes. C'est compliqué, c'est long. Donc, on a beaucoup de choses encore à apprendre, beaucoup de choses à travailler pour être capable déjà d'envoyer un équipage de peut-être 4 à 6 personnes vers Mars. N'oublions pas, à aujourd'hui, si on va vers Mars avec un vaisseau, on met 2 ans. C'est-à-dire que c'est en gros 6 à 8 mois pour aller sur place, on reste 1 an sur place et 6 à 8 mois pour revenir. Parce que, en fait, quand on arrive sur place, la Lune et Mars sont trop éloignés pour pouvoir revenir tout de suite. Ou alors, on reste que 15 jours. Soyons très clairs, si vous traversez la France pour rester juste 1 heure à un endroit, ça ne vaut pas le coup de traverser toute la France. Donc,
dans ces cas-là, on traverse la France, on s'y installe pour 15 jours et on revient. Donc on fera la même chose au niveau de Mars. Quand on ira pour s'installer 1 an. Ça demande beaucoup de choses. Ça demande de savoir se servir de ce qu'il y aura sur place, de construire des habitats pour protéger les astronautes. Voilà. Et tout ça, ça va être très long. On n'est pas encore prêt, loin de là. La preuve, c'est qu'on n'a même pas encore un vaisseau efficace pour aller s'installer sur la Lune, pour déposer des hommes sur la Lune. Donc avant d'aller sur Mars, il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à développer. Et pourquoi faut-il partir de la Lune pour aller sur Mars, Stéphane Sébil? Pourquoi ne pourrait-on pas partir de la Terre directement vers Mars? Parce que c'est pas une question, on va dire, d'économie, d'énergie. Pour aller sur Mars, il faut développer énormément de puissance et la charge à amener est énorme. Donc en allant sur la Lune, la charge sera moins importante et les vaisseaux qui décolleront de la Lune pèseront moins lourd du fait de la moindre gravité lunaire. Donc tout ça, c'est des facteurs qui sont importants pour pouvoir aller sur Mars. Donc partir de la Terre sur Mars, c'est très très compliqué et c'est beaucoup plus simple de partir de la Lune. C'est comme les équipages quand ils sont sur Mars, il sera plus simple pour eux de rentrer avec des vaisseaux qui, comme la gravité martienne est moindre par rapport à la gravité terrestre, ils pourront partir avec des vaisseaux qui seront moins lourds ou moins remplis. Ils n'ont pas besoin autant de carburant que de partir de la Terre. Quelle est l'échéance qui paraît raisonnable pour ce voyage vers Mars avec des êtres humains à bord, Marie-Ange? Je dirais que pour un premier équipage, on devrait être aux alentours des années 2040-2050. Mais vous savez, j'avais 2 ans quand les premiers pas sur la Lune ont eu lieu et depuis, j'entends dire qu'on sera sur Mars tous les 20 ans. Et ça, tous les 10 ans, on décale de 20 ans et ça se reporte sans arrêt. Donc, on espère 2040 parce que maintenant, il y a une vraie volonté et surtout, il y a beaucoup d'entreprises privées qui s'intéressent à tous ces voyages-là. Et c'est ce qui va changer sans doute la donne, c'est que le privé, si intéressant, ils y voient un moyen de faire aussi de l'argent, parce que ça n'est pas juste de l'associatif qu'ils font, c'est un but lucratif, c'est-à-dire qu'ils vont développer des moyens, et pour pouvoir aller s'installer, que ce soit sur la Lune ou sur Mars, c'est parce que à terme, ils vont pouvoir faire du business avec, ils vont faire du travail, ils vont vendre des choses. Donc, aller sur Mars ou sur la Lune, c'est pareil, au niveau de l'argent qu'ils veulent faire à terme. Mais sur Mars, je pense que ça ne sera pas avant minimum 2040, voire 2050 pour le premier équipage. Alors cette colonisation de Mars par l'être humain, c'est-à-dire l'installation d'une communauté humaine sur la planète, c'est un thème classique de science-fiction. Effectivement, Mars est-elle vraiment, de toutes les planètes du système solaire, celle qui présente les conditions les plus favorables pour l'installation de l'espèce humaine? Et en a-t-on de nouvelles preuves, Stéphane Sébil? Les plus favorables, je ne sais pas, sont très défavorables quand même pour l'espèce humaine, mais c'est les plus favorables des défavorables, on va dire. C'est plus facile de s'installer sur Mars que de s'installer sur Mercure ou que aller du côté de Vénus, par exemple. Là, on va en parler de Vénus tout à l'heure. Voilà, mais ça sera très compliqué. Maintenant, une colonie permanente telle qu'elle a été imaginée par certains livres de science-fiction, ça ne se fera pas, si ça doit se faire, avant des centaines d'années. Marie-Ange, a-t-on de nouvelles évidences, de nouvelles preuves que Mars pourrait accueillir l'espèce humaine? De nouvelles évidences, non. On sait juste que c'est un terrain extrêmement hostile, comme le disait Stéphane, c'est-à-dire que il y a peu d'atmosphère, donc on est peu protégé, il y a beaucoup de radiation. Ça va pas être facile. Et clairement, ça va pas être facile. Quid de ces traces qu'on a observées récemment et qui sembleraient indiquer la présence d'eau à la surface de Mars il y a très longtemps? Alors, la présence de l'eau sur Mars, ça fait longtemps qu'on le sait. En revanche, ce qu'on vient de découvrir, ce qui a été rendu public la semaine dernière, c'est qu'on a découvert ce que l'on peut voir, vous savez, quand un lac est asséché, ou quand on est dans des pays justement où tous les ruisseaux, les cours d'eau sont asséchés, ce phénomène de terre qui est craquelé, c'est-à-dire que l'eau revient, l'eau s'en va, l'eau revient, l'eau s'en va, c'est-à-dire que ça se sèche, et donc ça fait ces craquelures un petit peu en hexagone ou en octogone, et on a trouvé ça.
Donc, ça veut dire que ça prouve cette alternance d'eau présente et d'eau absente. Donc, on va continuer de creuser de ce côté-là, c'est le cas de le dire, mais surtout, ça confirme certaines observations et ce que l'on avait déjà supposé au niveau du flux et du cycle de l'eau sur Mars. Voilà. Maintenant, après, il faut qu'on aille vérifier si il y a eu des habitants, même moléculaires, ou s'il y en a encore. Et ça, c'est pas encore fait. Alors il y a plus dingue encore que la colonisation de Mars par l'être humain, c'est Vénus. Et vous allez rire, c'est le fondateur d'OceanGate, la société qui a envoyé 5 personnes mourir près de l'épave du Titanic, qui fait la promotion maintenant de son autre programme qui s'appelle Human to Venus. D'ici 2050, il compte envoyer 1000 personnes vivre sur Vénus, enfin pas exactement sur Vénus, mais à 50 km au-dessus de Vénus, dans une station flottante. Là, on nage en plein délire, Stéphane Sébil. Venant de la part du promoteur du sous-marin qui a malheureusement implosé dernièrement, oui, c'est un peu délirant. Par contre, ce projet de station dans la haute atmosphère de Vénus existe déjà dans le carton depuis plusieurs années. On en parlait déjà il y a une dizaine d'années, donc c'est quelque chose qui avait déjà intéressé les scientifiques. Maintenant, les conditions sont très particulières sur Vénus, l'atmosphère est très particulière, donc ça sera là aussi très très compliqué, et 1000 personnes, c'est carrément de l'ordre du fantasme. Parce qu'on voit une station spatiale, même l'ISS, actuellement, c'est 10-12 personnes maximum quand ils se retrouvent à plusieurs vaisseaux pour des relèves. Donc 1000 personnes autour de Vénus, c'est un voyage sans retour, c'est un pur fantasme. Et la température sur Vénus, c'est autour de 475 degrés, c'est ça? 400 degrés avec une atmosphère qui est très acide. Donc, c'est pas terrible. L'espace, en tout cas, fascine toujours, on le voit bien. Est-ce que le tourisme spatial, cette fois, c'est un secteur d'avenir, Marie-Ange Sanguy? Oui, comme tous les lieux ont toujours été intéressants pour les touristes. C'est-à-dire, quel que soit le lieu, à la base, il y a des scientifiques au départ et souvent, il y a les touristes qui arrivent derrière. Donc, l'espace ne va pas échapper à ça. C'est un tourisme qui aujourd'hui change un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être des purs touristes, juste faire un saut dans l'espace, regarder, redescendre, et puis il y en a d'autres qui vont faire un peu de science, qui vont travailler pour des organismes scientifiques, pour des laboratoires, qui vont donner de leur temps, c'est-à-dire qu'ils vont faire un petit échange entre je vais profiter de ce que je vois là-haut, mais en même temps je vous donne de mon temps pour des associations de recherche. Donc, ça va être un petit mélange entre les deux. Mais le tourisme, de toute façon, c'est quelque chose qui va se développer progressivement vers l'espace, que ce soit autour de la Terre, mais dans le futur vers la Lune. Merci beaucoup Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration, et Stéphane Sébil, rédacteur du site Space Quotes. Merci beaucoup pour ce voyage que vous nous avez offert à travers les étoiles.